Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place ? Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme ? Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement ? Bienvenue dans Place à prendre. Nous sommes 3, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculées, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie, et fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de 2 enfants et 4 livres, parmi lesquels Du labeur à l'ouvrage et En finir avec la productivité, critique féministe, une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur Welcome to the Jungle et le podcast Nouveau Départ. Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour Céline, bonjour Laetitia. Bonjour Sandra, bonjour Céline. Bienvenue, on va parler aujourd'hui de santé. Et pour introduire le sujet, on avait envie de vous ramener au point de départ de notre conversation à toutes les 3 qui a donné lieu à cet épisode, qui était un échange. Je partageais avec Céline et Laetitia des échanges que j'ai eus récemment avec pas mal de médecins. J'ai accompagné des groupes de différents types de médecins. Il y a parmi mes auditrices et mes auditeurs, il y a des médecins avec qui j'échange régulièrement. Et j'avais en tête une conversation avec quelqu'un qui me partageait son quotidien, quelqu'un qui a une carrière hospitalière et qui me racontait son chemin pour décrocher le Graal dans une carrière hospitalière, une carrière de médecin hospitalier, qui est le poste de PUPH, donc de professeur des universités, praticien hospitalier. Aujourd'hui, 52% des médecins hospitaliers sont des femmes et seulement 22% des PUPH sont des femmes. Donc, on a les mêmes phénomènes à l'œuvre en médecine qu'on voit partout ailleurs, à savoir une pyramide qui se rétrécit en haut pour les femmes. Et cette personne me racontait à quel point, au début de sa carrière, elle avait tenté de rentrer dans les codes, dans le moule, dans un milieu qui est extrêmement codifié, très marqué par la culture mandarin, enfin voilà, tout ce folklore autour de la médecine, et qui petit à petit avait fait de ces différences, sa féminité en particulier, une force, et c'est un peu sa marque de fabrique. Et elle me racontait sa manière de se dire, je veux monter tout en haut pour faire bouger le système de l'intérieur. Et donc elle me raconte avec beaucoup de nuances et c'est à chaque fois passionnant, tout ce par quoi elle passe, ce que ça implique elle sur ses choix de vie, etc. Et ce qu'elle se prend en face au sein de ces structures-là qui sont encore très à l'ancienne. Et ces échanges-là, on nourrit entre nous 3 une conversation où on a eu envie d'explorer dans cet épisode la place des femmes dans la santé. Au sens large, mais en se disant, les femmes, qu'elles soient soignantes ou qu'elles soient patientes, elles sont le point de départ. Elles font bouger les lignes. Elles font bouger les lignes dans la santé aujourd'hui. Et donc, on a eu envie de se pencher sur ça. Ces femmes médecins, ces femmes patientes, comment est-ce qu'elles font bouger les lignes dans la santé ? Donc, on a plein d'œuvres à vous partager. Oui, alors le sujet est tellement large qu'on s'est dit qu'on n'allait pas réussir à en parler en moins de 4h30. Donc, le défi est de taille. Mais ça évoque beaucoup de choses dans l'univers du travail que tu décris. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'impact d'une organisation du travail très tayloriste, très industrielle, dans le monde du soin, chez les cols roses. Le fait que ce modèle d'organisation industrielle, en fait, il détruit le soin et il est particulièrement hostile aux femmes. Et en fait, ces réflexions-là, elles remontent à assez loin. Et moi, je voulais vous partager un livre que j'ai adoré et qui a beaucoup inspiré Mona Chollet pour son ouvrage Sorcière.
C'est un livre dont on fête cette année le 50e anniversaire, 1973. Ça s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières. C'est une traduction d'un livre américain qui est une histoire des femmes soignantes. Les deux autrices, c'est Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Et Barbara Ehrenreich, c'est une journaliste extraordinaire qui est malheureusement décédée l'année dernière. Et toutes les deux explorent justement elles étaient engagées dans un mouvement pour la santé des femmes dans les années 70, dans lesquels on commençait à parler de tout un tas de sujets beaucoup plus ouvertement, la contraception, etc. Mais elles ont mené une enquête historique, alors qu'elles avaient assez peu de données historiques finalement sur le sujet, pour montrer comment le corps médical s'est professionnalisé en excluant délibérément et très violemment les femmes qui en faisaient partie historiquement. Donc les fameuses sorcières, sages-femmes, soignantes au sens large, qui étaient très présentes au chevet des personnes de leur communauté, qui soignaient, qui tenaient les mains, etc. Et la professionnalisation, elle a consisté à séparer de manière assez brutale les sachants et les soignants. Les sachants, dépositaires de la science de la médecine, c'est devenu que des hommes. On a exclu toutes les femmes de ce monde-là. Soit dit entre parenthèses, quand on pense aux médecins de Molière, qui étaient que des hommes, on voit bien qu'ils soignaient pas très bien à ce moment-là. Donc ça n'a pas été un gain très net, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'avoir justement les sachants d'un côté et les soignants de l'autre. Et les soignants, on les a dévalorisés. Donc on a dévalorisé les contributions féminines, si on les a pas franchement exclus même du fait de pouvoir pratiquer la médecine, y compris autour de l'accouchement, parce qu'en fait c'était des femmes. Et alors là, il y a une petite différence quand même entre les États-Unis et la France, puisque la profession de sage-femme chez nous existe encore. Elle est relativement peu valorisée par rapport à celle des médecins, mais elle est quand même, elle est quand même bien constituée. Et aux États-Unis, cette profession a disparu en fait. On a éliminé les femmes de l'accouchement. On les a fait les femmes professionnelles qui entouraient l'accouchement. Ce qui est quand même, et ça s'est fait en l'espace de quelques décennies, relativement tard dans l'histoire américaine, puisqu'il n'y a pas les médecins de Molière, le pays est plus neuf. Et du coup, derrière ça, il y a une monopolisation politique, économique de la médecine par les hommes, par le patriarcat. Dans l'histoire américaine, en plus, c'est le patriarcat blanc, dominant, riche, etc. Et où les femmes ont été mises systématiquement dans une fonction subalterne d'assistante, d'infirmière docile, maternelle, qui est là pour changer les couches, nettoyer par terre, enfin, tout un tas de tâches considérées comme subalternes, y compris les tâches importantes comme justement tenir la main, écouter les patients, etc. On les a mises sur le même plan que nettoyer le sang et la merde. Voilà, exactement. On a mis ça sur le même plan. Et ce qui est magnifique dans le livre de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, c'est que elles ont déjà cette réflexion très aboutie sur les conséquences délétères de cette séparation entre l'acte de soigner, l'acte de penser P-A-N-S-E-R et l'acte de penser P-E-N-S-E-R, au mépris en fait de tout ce qu'on sait aujourd'hui d'ailleurs sur l'importance de l'écoute, du soin, de l'attention, même la tendresse en fait dans le processus même de soins, de guérison, etc. C'est-à-dire que on le sait parce qu'on sait plein de choses sur la psychanalyse et tout ça, mais l'écoute ça fait partie vraiment de tout ce processus-là et on n'aurait pas dû séparer les deux. Donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment une vision historique. Depuis, ça a été beaucoup nourri par des données. Et en fait, évidemment que la profession s'est reféminisée, les médecins, très massivement, y compris aux États-Unis. Parmi les nouveaux étudiantes, il y a beaucoup de femmes en médecine, c'est une majorité maintenant de femmes. Mais cette séparation des rôles, elle reste un héritage de cette période de la mainmise du patriarcat sur la médecine. Et elle pose encore plein de problèmes, parce que justement, dévalorisation des professions d'assistantes, d'infirmières, etc., qu'on a d'ailleurs beaucoup de mal à recruter, et parce que organisation du métier de médecin sur un modèle qui reste relativement hostile aux femmes, même quand elles sont majoritaires, ce qui est fou. Parce que, on est censé faire plein d'heures et c'est incompatible avec une vie famille.
On n'est pas censé écouter suffisamment, on n'est pas censé écouter les patients et les soigner de manière comme ça holistique et globale parce que c'est pas le rôle. Enfin voilà, plein de choses qui font que on a une manière d'exercer la médecine qui reste imprégnée de cet héritage masculiniste, en tout cas patriarcal. Donc je recommande beaucoup ce livre-là, qui est très beau. Ce que ça m'inspire, moi Laetitia, c'est vraiment cette intellectualisation du métier et tu sais la séparation des choses manuelles et des choses intellectuelles. Les choses manuelles qui étaient finalement l'héritage de, comme tu dis, les femmes un peu sorcières entre guillemets, celles qui se transmettaient le savoir oralement et dans les gestes en fait, a été complètement dépréciée puisqu'on élève la médecine au rang intellectuel et que ça devient prestigieux et que comme tu disais, tout ce qui a trait au corps au manuel, etc., ça a été déprécié, alors qu'on sait que pour prendre soin du corps, il faut utiliser son corps en tant que soignant. Et donc, c'est très intéressant, vraiment la séparation intellectuelle manuelle avec cet ordre d'importance qu'on donne à l'un et plus à l'autre, en fait, qui est complètement contraire à l'histoire, finalement. Et Laetitia, ton livre fait beaucoup écho au roman dont j'avais envie de parler, qui s'appelle Le bal des folles de Victoria Mass. C'est un livre assez récent, je crois qu'il date de 2019, quelque chose comme ça, qui a été adapté au cinéma en 2021 par Mélanie Laurent et qui raconte l'histoire en 1885, une histoire qui se déroule au sein de l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière, qui était un hôpital psychiatrique dans lequel on mettait les folles, les aliénés, comme on les appelait à l'époque, qui était un service dirigé par le professeur Charcot, qui on en était au début de tout ce qu'on commençait à étudier sur les mécanismes psychiques, sur la neurologie, etc. Et donc Charcot faisait des expériences parfois publiques sur ces patientes qui étaient là. Alors le livre est vraiment intéressant parce que il cite un tas de choses. C'est inspiré d'une histoire vraie, hein. Ça existait vraiment, le bal des folles. C'était chaque année au printemps, on invitait le tout Paris pour venir à un bal dans lequel étaient conviées aussi les patientes, donc les aliénées. Et c'était un truc très glauque, limite cirque, zoo, où ce Paris venait se frotter à la folie, quoi. Et à ces femmes qui, pour la plupart, étaient là. C'est terrible d'ailleurs quand on voit leurs histoires. C'est pour la plupart, elles auraient dû être accompagnées d'un point de vue juridique, judiciaire, plus que enfermées là-dedans, parce que pour la plupart, ce sont des victimes de viols ou d'agressions en tout genre, et c'est elles qu'on enfermait. Et donc ces patientes-là sur lesquelles le professeur Charcot et ses internes, son aréopage d'internes, pratiquaient toutes sortes d'expériences assez spectaculaire. Parfois, on se demande si c'était vraiment au service des patientes ou au service d'autre chose. Et il y a un personnage là-dedans qui est très intéressant, qui est le personnage principal, on peut dire, qui est Geneviève, qui est l'assistante, on peut dire, d'une infirmière, la chef des infirmières, qui a un rôle, elle est crainte autant qu'elle est attendue et respectée de la part des patientes. C'est un peu la matrone et elle a son histoire à elle, c'est qu'elle est fille de médecin, qu'on comprend qu'elle aurait adoré être médecin, mais en 1885, c'était encore très rare. Je fais une petite parenthèse historique parce que du coup, j'ai fait des recherches parce que ça m'intéressait cette histoire d'où venaient les premières femmes. La première femme médecin en France, elle a passé son doctorat en 1875. C'était Madeleine Bress et elle a pu le faire parce qu'elle a eu droit de passer ses baccalauréats qui n'étaient pas ouverts aux femmes encore jusqu'à il y a peu. Donc en 1885, dans le contexte de cette Geneviève, être femme médecin, c'était pas envisageable. Donc elle préférait l'ombre, mais on sent qu'elle est très douée dans l'appréhension de ce qui se passe, dans le diagnostic. Mais sa place est en retrait, sa place est en soutien. Et c'est vraiment intéressant sur l'époque qui enferme, d'ailleurs, qui est à l'origine des internements, ce sont les pères, ce sont les époux. À un moment, elle dit, elles portent le nom des hommes qui les ont fait enfermer. Voilà, ces mentalités qui commencent un peu à évoluer. On sent la rage chez ces femmes qui se disent, il y a quand même quelque chose de franchement injuste dans ce qu'on est en train de vivre. Et donc, qu'elles soient soignantes ou qu'elles soient patientes, on sent que
elle commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va fondamentalement pas bien dans ce qui se passe là, qu'il y a quelque chose de fondamentalement injuste. Et je vais pas en dire plus pour pas gâcher l'histoire, parce que c'est un livre qui se lit vite. On aura envie qu'il dure plus longtemps et on apprend des tas de choses. C'est révoltant. Ça décrit une société d'une violence inouïe, mais ça dit beaucoup de là où on part et de là où on en est aujourd'hui sur ce chemin-là historique de prendre sa place aussi bien en tant que soignante que en tant que patiente. C'est fou comme l'histoire de la psychiatrie est vraiment basée, montre que c'est une institution au service d'une bonne soumission des femmes, en fait, hein, une soumission Oui. à un ordre social qui est pensé comme très clairement, basé sur cette subordination. Et dès que tu sors du cadre patriarcal, c'est bien commode de pouvoir te taxer de folle et puis t'enfermer et puis te punir, comme on avait les couvents autrefois, en fait. Exactement. Les couvents ont été un peu remplacés par la psychiatrie. Et il y a pas mal de séries qui ont été faites récemment sur ces sujets-là. Il faut que je retrouve le titre d'une série Netflix à laquelle ça m'a fait penser. C'est pas Charcot, c'est un autre personnage de l'histoire de la psychiatrie, mais je retrouverai la référence précise. Oui, avec toujours c'est marrant parce que c'est le bal des folles, mais on n'a pas le bal des fous, par exemple. Non. C'est intéressant aussi de se concentrer sur l'hystérie féminine. Ouais. Et donc les travaux psychiatriques qui se concentrent quand même sur cette partie de la population. C'est quand même... Et les homosexuels, hein, si on repense à l'histoire de la folie de Foucault, on voit bien que il y a un ordre sexuel patriarcal, hétérosexuel, etc., qui excluait, de manière extraordinairement violente tous ceux qui sortaient de la norme, y compris aussi les non hétérosexuels. Alors moi, je voulais vous parler j'ai lu tout un tas de livres récemment, ce qu'on appelle un peu la il-lit. Il y a la chick-lit et il y a la il-lit. Alors la il-lit, c'est un peu une littérature sur la maladie, sur la fatigue. C'est toute une série d'essais. Tous ceux que j'ai lus ont été écrits par des femmes. Et dans ces lectures, je me suis interrogée sur, c'est plutôt ces femmes écrivains s'interrogent sur l'idée que être en bonne santé, c'est être quelqu'un de bon, et être en mauvaise santé, c'est être quelqu'un de mauvais. Donc c'est un petit peu l'interprétation morale de la santé. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais vous parler notamment de 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Zizanie, avec un S, qui est écrit par une jeune professeure en histoire de l'art qui s'appelle Clara Schulman. Et en fait, c'est un essai, donc elle parle un peu de ce qui lui arrive dans la vie et elle s'intéresse aux voix féminines notamment, et aussi aux voix fatiguées. Ça part un peu de là. Et donc, il y a 6 chapitres et il y a un chapitre entier qui s'appelle La fatigue. Et donc, Clara Schulman s'intéresse à cette idée de fatigue. Alors, la fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup représenté dans le cinéma ou même dans les romans, etc., parce que c'est pas hyper intéressant. En fait, la fatigue, c'est quelque chose qui s'énonce, mais qui ne se voit pas forcément. Donc, les gens disent, je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis crevée, mais bon, on n'arrive pas trop à le montrer. Et donc, elle tourne un peu autour de cette idée de fatigue en disant, alors la fatigue, elle est souvent féminine, mais elle n'est pas très féministe, parce que fatigue, c'est un peu contraire à cette notion de empowerment, osons, vous savez, toute cette tendance à dire levez-vous et battez-vous. Donc elle part un peu là-dessus. Et elle pose la question aussi de savoir si on pourrait pas cesser de voir la santé de manière binaire, c'est-à-dire de dire ceux qui sont malades ou fatigués, c'est parce que quand même ils font pas trop d'efforts, ils sont là à rien faire, ils participent pas à l'action commune, ils participent pas au capitalisme. En fait, elle lie la notion de maladie avec le capitalisme. Si un corps est malade, il ne travaille pas, donc il n'est pas productif. Et elle s'interroge en disant, mais est-ce que c'est pas le travail qui nous rend malade finalement? Est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir autrement et arrêter d'opposer la personne en bonne santé qui est la bonne personne et la personne en mauvaise santé qui est celle qui se laisse aller,
qui se la coule douce et qui est défaillante et qui n'est pas dans la normalité. À ce compte-là, toutes les vieilles sont défaillantes aussi. Hein. C'est un truc voilà. sur le vieillissement aussi, parce que tu fatigues en vieillissant. De toute façon, t'as pas la même énergie, la même force. Ça m'inspire. J'en avais pas parlé quand on a préparé. J'en suis désolée, mais je me sens l'obligation d'en parler parce que c'est le livre qui m'a le plus marqué cette année. C'est le livre de Didier Héribon, Féministe parmi les féministes. Son dernier récit, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. Femme du peuple en question, c'est sa propre mère. Et derrière tout le récit de la fin de vie de sa mère et la relation difficile qu'il avait en tant que transfuge de classe avec cette femme du peuple qui était sa mère, il a toute une réflexion sur la place des non-valides dans la philosophie, dans l'histoire des idées. Et en effet, c'est comme si toute la philosophie, la politique, etc., était basée sur ce personnage par défaut, enfin cet humain par défaut qui a un corps debout, bien portant, corps debout, bien portant, exactement. Il peut sortir, être debout, exactement, pouvoir aller dans la rue, se lever, se lever, marcher, manifester, etc. Et en effet, quand tu es dans un EHPAD et que tu passes l'essentiel de ton temps allongé avec des mouvements très limités, tu n'es plus un corps politique, un sujet digne d'intérêt pour la philosophie. Ça explique pourquoi d'ailleurs, quand on regarde les ventes du IIe siècle par rapport aux ventes de La vieillesse, deux ouvrages de Simone de Beauvoir, l'un continue d'être lu, relu, acheté, enseigné, l'autre revisité de temps à autre, mais quand même largement oublié, alors que La vieillesse de Simone de Beauvoir est un très grand ouvrage sur ce sujet-là. Donc, je trouve que c'est un super beau sujet que tu évoques là. Ouais. Pour poursuivre, alors on a eu donc la maladie, la vieillesse, et maintenant j'arrive au handicap, parce que le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre d'une Américaine qui s'appelle Chloé Cooper-Jones. Ça s'appelle Easy Beauty. Chloé Cooper-Jones, c'est aussi une professeure de philosophie, et elle est atteinte d'une maladie congénitale qui, en fait, lui donne, elle a du mal à marcher. Et donc, ça lui procure des douleurs partout dans le corps, dans les jambes, mais aussi dans les hanches. Enfin, c'est toute une série de douleurs très difficiles. Et donc, elle explique qu'elle a écrit cet essai parce que, un peu comme Clara Schumann, elle trouve que dans les films et dans les romans, on montre jamais de personnes handicapées, ou si on les montre, c'est souvent un signe de mauvais présage, ou c'est un peu la pauvre créature qui a pas d'enfant, etc., puis qui souvent meurt à la fin, et qui permet aux héros bien portant de comprendre que la vie est vraiment précieuse. Donc en fait, c'est une espèce de faire valoir. La personne handicapée dans un roman ou dans un film, elle est surtout là pour mettre en valeur les bien portants, etc. Et donc elle explique qu'elle a voulu écrire ce livre pour raconter sa vie à elle, mais qui est une vie hyper bordélique, avec des hauts, des bas, etc. Parce qu'elle veut nous, en tant que lecteur, elle veut qu'on l'accompagne dans sa vie d'être humain, en fait. Elle dit, moi, je vais écrire sur quelque chose d'universel. C'est pas parce que j'ai une maladie, un handicap, que je n'ai pas aussi des états d'âme, que je suis pas parfois une bonne mère, parfois une mauvaise mère, parfois une bonne fille, parfois une mauvaise fille. Je suis une bonne épouse, mais parfois je suis une mauvaise épouse. Elle explique que elle a du désir sexuel pour des hommes qui ne sont pas son mari. Enfin, c'est quelqu'un comme nous, en fait, de bordélique, de foutraque, ça part dans tous les sens, etc. Et elle dit, par ce biais-là, j'ai envie que le lecteur reste avec moi et qu'il voit en moi un être humain et pas quelqu'un qui boite et qui est un peu difforme à cause de sa maladie. Et que comme ça, elle dit, j'espère qu'on me verra comme un être humain à part entière et pas le regard que j'ai maintenant. Elle dit qu'en fait, souvent, les bien portants la regardent comme quelqu'un de demi-humain, en fait, de pas aussi entier qu'eux. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, Laetitia, sur ces gens qui vraiment ont une demi-existence parce que physiquement, ils sont différents et ils sont pas sur le modèle bien portant, debout, effectivement, en mouvement et qui contribuent à produire et à améliorer la société. Donc voilà, on a vu les trois maladies, fatigue, vieillesse et handicap. Et âge. Ouais. Et tu as employé un mot, Céline, qui est, à mon avis, super important sur la normalité. Et qui est
pour côtoyer de très près quelques médecins, je pense que la fatigue, ça doit être une des premières causes de consultation chez les médecins. Donc, de voir la fatigue comme quelque chose d'anormal, on se dit, mais si c'est partagé par tous, et si la normalité c'était d'être fatigué, ça changerait quoi dans nos attentes de ce qu'est une vie, tu vois, comme tu décris cet auteur, exactement, une vie réussie. Et je me demande si notre rôle aussi, c'est notre rôle, le rôle des femmes, c'est pas aussi ça, c'est pas aussi de bousculer ce que doit être la représentation d'une vie normale, parce que on a un monde qui a été créé sur une normalité presque robotique de rythme sans aucune variation, alors que nous on est animés par des cycles, tu vois, dans le livre du bal des folles, ils en parlent de ça, on a des cycles au début de la médecine, on se disait qu'une femme ne pouvait pas, puisqu'elle a des menstruations une semaine par mois, elle est forcément faible et donc elle pourra pas gérer, mais puisque nous on a ça, on bouscule aussi ce que doit être quelque chose de normal. Et le normal aujourd'hui, c'est le sans aspérité, c'est la constance, c'est un rythme qui change pas et qui va plutôt crescendo, c'est pas les variations. Et bousculer la place des femmes, c'est aussi ça, c'est aussi de bousculer ça et de dire, en fait, non. Désolée, mais peut-être qu'il y a une semaine dans le mois où effectivement, Laetitia, ton sujet de prédilection, on sera pas productif, on sera pas moins productive, et d'autres où on le sera à fond. Et ces variations-là qui ont peu de place aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde en général, en fait. Mais on a une attente de production, d'output homogène, qui n'est absolument pas réaliste par rapport à ce qu'est un organisme vivant, en fait. Et je me dis que les femmes, on a ce truc-là aussi qui est plus ou moins facilement accepté, mais qui est de dire, c'est le cas des grossesses. Une grossesse dans une carrière hospitalière, compliqué. Qu'est-ce que tu fais en fait, une grossesse, oui, ça vient perturber le cours fluide et homogène des choses, et c'est vécu comme un problème, mais c'est la réalité de nos vies humaines. Et c'est ça le défi aujourd'hui, c'est d'accepter ça. Être normal, qu'on soit patient ou médecin, c'est être un homme, en fait. Ouais, c'est déjà le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Le premier, le normal, le par défaut, c'est être un homme. Et du coup, chez les patientes aussi, toute la médecine, elle souffre de ce premier postulat, de ce postulat, comme tu dis, de la constance, de la vaillance. Il faut être vaillant, il faut être, etc. Et en fait, ça se retrouve dans toutes les dimensions de la médecine, mais vraiment dans toutes les dimensions de la médecine. On sait que d'ailleurs, même les objets avec lesquels on fonctionne, les voitures avec lesquelles on conduit, toutes les choses sont conçues sur un corps par défaut, sont testées sur des corps par défaut qui sont des corps masculins. Les mannequins utilisés dans les voitures pour tester la sécurité des automobiles, ce sont des mannequins hommes, basés sur la corpulence, le métabolisme masculin. Du coup, les ceintures de sécurité, etc., les airbags, ils sont faits de telle sorte que ça protège davantage des corps masculins que des corps féminins. Et on a plein de tout, absolument tout le design est construit sur des datas qui sont collectées auprès de corps masculins. Ça a été très bien documenté par Caroline Criado-Pérez dans un ouvrage traduit en français, fort heureusement, comme quoi il y a quand même des livres qui passent la traduction, et en plus ça s'est beaucoup vendu en France. C'est Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Et donc je parlais de l'industrie automobile, dans lesquelles ça a été, comme aujourd'hui maintenant c'est très contesté, mais elle parle aussi beaucoup de la médecine, du monde de la médecine, dans lequel elle montre que toutes les molécules, beaucoup d'essais de laboratoire ont été faits sur des populations masculines et pas sur des populations féminines, qu'on a dans un premier temps délibérément exclues à cause des variations que tu décrivais, Sandra, des variations hormonales, en disant mais ça va fausser nos études. Ah bah oui, c'est compliqué. Et forcément ça les fausse, on est la moitié de l'humanité. Et donc en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a plein de traitements qui marche effectivement moins bien sur les femmes que sur les hommes, parce que c'est basé sur un persona par défaut qui a un profil hormonal stable, etc.
Et c'est le cas sur les médicaments concernant la dépression. Et ça concerne même les diagnostics, c'est-à-dire la manière dont on identifie un certain nombre de maladies comme les crises cardiaques, par exemple. C'est fait sur les symptômes ou des diagnostics pour les hommes. Et donc, être une femme, c'est déjà ne pas être normale. Donc, c'est déjà problématique. Qu'est-ce que t'as être une femme d'abord, hein? Pourquoi est-ce que tes symptômes sont ceux que tu sont? T'as qu'à être normale. Donc, finalement, t'es déjà en faute de toute façon d'être une femme. Si t'es femme, t'es anormale déjà. Voilà, t'es anormale. Et la médecine en souffre encore beaucoup. C'est à la qualité d'écoute, le fait qu'on ne prenne pas au sérieux tes symptômes ou qu'on ne sache même pas de quoi ils sont le signe, ce qu'ils disent. Le fait que quand t'as entre 45 et 55 ans, que tu vas voir, que tu consultes pour n'importe quel problème et qu'on s'interroge pas du tout sur où t'en es de ta ménopause et qu'on sache rien de ce que ça peut impliquer. Tout ça, c'est des choses courantes et dont les médecins femmes et hommes se font le relais, parfois bien malgré eux, parce qu'ils n'ont pas été formés à ça, ils n'ont pas été formés à ces variations, aux interactions entre où on en est de nos hormones, et puis notre environnement, et puis ce que ça dit de l'état dans lequel on est, l'état anormal dans lequel on est, plus ou moins fatigué, plus ou moins plein d'énergie, plus ou moins capable de dormir. Et donc, ça se retrouve partout dans la médecine. Le gaslighting, c'est cette idée qu'on ne t'entend pas, qu'on ne t'écoute pas, qu'on te soupçonne a priori de raconter des bobards. Ça se trouve encore partout. Je ne sais pas si vous en avez été victime. Moi, j'ai l'impression de l'être régulièrement, en fait, qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne m'entend pas, qu'on ne prend pas au sérieux mes symptômes. Et ça donne pour beaucoup de femmes, ça leur donne envie pour aller trouver l'écoute, d'aller se diriger vers des médecines complémentaires, voire des médecines alternatives, d'aller, en fait, chercher désespérément quelqu'un qui vont les écouter. Moi, dans professions qui sont totalement investies par les femmes, exactement. Le nombre de reconversions dans ces professions-là, j'ai pas de chiffres, mais c'est fou. Moi, Laetitia, tu demandais si j'avais été confrontée à ça, mais moi, j'ai une anecdote assez marrante. J'ai commencé à faire des mammographies, vu mon âge, et en fait, on rigolait avec la technicienne parce qu'elle m'explique que l'appareil pour faire les clichés de mammographie a été conçu par des hommes. Donc, en fait, c'est hyper mal pratique. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du processus. C'est vraiment atroce. Mais elle me dit, tu peux rentrer, on est écrasé. La machine n'a pas été conçue pour quelqu'un avec des seins. Donc, en fait, c'est quand même tout un problème, puisqu'elle a été... Alors, ça a peut-être changé, je vous raconte ça, cette anecdote, c'était il y a quelques années. Mais elle a été conçue par des gens qui n'ont pas de seins. Donc, pour prendre des clichés de seins, c'est une torture, ce truc. C'est une torture, mais la toutes les qu'ils ont mise au point, elle est sublime, ouais. Elle est hyper belle, elle coûte très très cher, mais en fait, c'est impossible de prendre un cliché tu dois te contorsionner, tu dois te contorsionner de telle manière qu'on arrive à plaquer et alors que tu aies un des petits seins ou des gros seins, de toute façon, c'est une torture. Ça va être écrasé, enfin, c'est vraiment pas fait pour. Et donc, c'est quand même marrant que personne se soit dit, tiens, on pourrait peut-être consulter quelqu'un qui est concerné par la machine pour voir si ça fonctionne. Quoi. Mais la douleur féminine, ça on peut en parler aussi pendant des heures, c'est que la douleur féminine ne compte pas. Donc c'est quand même considéré, pour le coup, c'est normal, c'est la condition normale d'une femme que de souffrir, donc on n'a pas vraiment besoin confère tous les mouvements récents autour de l'endométriose et l'idée de dire non, souffrir pendant tes règles, ça n'est pas normal. Ça me donne envie ça me fait penser à deux choses, ce que vous racontez là, les filles. Ça me fait penser déjà au travail de Claire Mounier-Veillé, que vous connaissez peut-être, prof de cardiologie à l'Institut Cœur-Poumon au CHU de Lille, et qui développe depuis quelques années une initiative incroyable autour des maladies cardiovasculaires des femmes, parce que les maladies cardiovasculaires tuent beaucoup, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Avant même les cancers du sein, etc. Avant les cancers du sein. Et c'est sourd, c'est-à-dire on associe un infarctus à un homme. On a l'image du bras qui irradie, de l'homme le cœur qui fait peut-être mal. Qui fait pas, du cœur qui fait mal, de l'homme en peut-être en pas très bonne santé ou qui a un peu de surpoids. Enfin, on a en tête un homme. Et donc, comme on a cette image-là en tête et comme et elle en parle sur son site de manière très claire, comme les femmes font passer leur santé en dernier parce qu'elles ont toujours 1000 autres choses à faire que de prendre les rendez-vous qu'elles auraient besoin de prendre, les maladies sont dépistées trop tard, voire pas du tout, et avec des conséquences désastreuses. Et
Et en fait, c'est bon. Son bus, on lance un appel tant qu'on y est. Son bus, elle a un bus qui fait le tour de France pour aller à la rencontre des femmes, pour offrir des dépistages, enfin vraiment là où les gens vivent. Son bus vient d'être incendié dans les émeutes là. Donc il y a toute une plateforme de crowdfunding pour les aider à refinancer tout un nouveau bus. Mais voilà, c'est encore une fois, comment est-ce que finalement, parce qu'on cherche à soigner des gens qui vont pas spontanément aller se soigner, on arrive à créer des solutions aussi très innovantes et très ce qui est bon pour les femmes est bon pour tout le monde. Enfin, il y a quand même un peu ce point de départ là parce qu'il y a des spécificités liées au corps féminin, aux besoins des femmes, on créera des solutions et c'est vrai à tous les niveaux, y compris dans les entreprises, et ça va me faire le lien avec mon deuxième point, mais si on crée des solutions qui sont adaptées aux femmes, on crée des solutions qui sont adaptées à tous. L'inverse n'est pas vrai. Et donc, je fais mon lien, c'est un peu capillotracté, mon machin, mais ça me tient à cœur. J'ai aussi récemment échangé avec, je vous disais tout à l'heure, pas mal d'oncologues et qui ont partagé des résultats d'études que j'ai trouvé vraiment intéressants aussi. Donc, c'est une étude qui s'appelle Donner des ailes à la santé. C'est une étude qui étudie la place des femmes dans la médecine, qui a été faite avec Ipsos en 2022. Il y a un chiffre qui m'a frappée. La question, c'était dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les propositions suivantes? Alors, la proposition, c'était les gens exagèrent les inégalités entre les sexes dans le milieu hospitalier. Il y en a relativement peu. Et alors, la proportion de femmes qui sont d'accord avec ça, c'est 38%, en hausse depuis 33% juste un an avant, donc 5 points de plus en un an. Et la proportion d'hommes qui trouvent que les gens exagèrent les inégalités entre les sexes dans le milieu hospitalier est de 63%, stable par rapport à l'année précédente de 62%. Et ça me fait quand même toujours dire qu'on a un énorme enjeu de faire comprendre. Il s'agit pas d'opposer les hommes et les femmes, mais juste de dire, en fait, ne pensez pas que vous savez. Allez demander à ceux qui vivent les choses et vous en apprendrez beaucoup. Et je pense à ces femmes, je pense à cette auditrice qui se bat pour faire bouger les lignes là où elle travaille et à tout ce qu'on peut mettre en place pour créer des espaces où en fait on entend le vécu des gens, où on l'écoute pour se dire tiens, on peut agir sur ça et sur ça et sur ça sans présupposer, sans se dire non, vous exagérez ou non, c'est pas vrai, mais en se disant tiens, il y a quand même des chiffres là qui nous montrent des indicateurs, des choses rationnelles et tangibles qui nous montrent qu'il y a quelque chose à adresser. Et comment est-ce qu'on peut accompagner cette volonté de faire bouger les lignes et je vous partage une dernière citation et après je vous laisse réagir, mais je lisais le témoignage d'une chef de service de chirurgie plastique aussi au CHU de Lille et qui répondait à la question: selon vous, comment la féminisation influencera l'évolution de la médecine? Et sa réponse, c'était: le milieu médical devra s'organiser différemment pour permettre d'harmoniser les vies personnelles et professionnelles. Les femmes seront une aide à cette évolution, car elles savent hiérarchiser, etc. Et je sens que cette évolution, je le vois chez mes collaborateurs masculins, génère chez eux aussi l'envie de pouvoir s'investir dans leur vie personnelle. C'est pas la féminisation, c'est une évolution de société. Et ça, cette puissance-là de parce que le vécu est différent et parce que les contraintes sont différentes, cette espèce de vague de la révolution est en marche, moi je la sens très fortement et je voulais voir ce que ça provoquait chez vous. Ouais, je la sens aussi et c'est marrant l'écart que tu décris, tu vois l'écart 38%, 63% sur la perception des choses. Je pense on avait des écarts aussi forts avant MeToo sur la question des violences sexuelles, des agressions, etc. C'est-à-dire les hommes, tu te dis bon mais ça arrive, mais enfin c'est pas si massif que ça. Puis quand tout d'un coup tu ouvres la parole, tu te rends compte que quasiment toutes les femmes autour de toi ont des histoires à raconter. Ah, bien sûr. Et là, tu dis, ah, waouh! Et c'est pareil, en fait, dans le monde médical. C'est là aussi ouvrir les vannes de cette parole pour se rendre compte que quasiment toutes les femmes ont des histoires comme ça, soit de violence, soit de gaslighting, de ne pas avoir été entendues, écoutées, de bullying pour ce qui est du personnel soignant, qui est subi, enfin, toutes ces choses-là, le fait d'avoir subi des formes de violence, je pense autour de l'obstétrique, il y a eu ces dernières années énormément de libération de la parole sur les violences obstétriques, sur ce relatif tabou qui entourait l'accouchement, en fait, se dire que quasiment
presque toutes les femmes qui ont accouché ont des trucs douloureux à raconter qui auraient pu être évités ou elles auraient pu être mieux traitées. Et là, c'est ce que ça m'inspire, c'est que je pense que c'est quand même énormément en train de changer, j'ose l'espérer, mais qu'il y a encore ça va pas se faire tout seul. Enfin, c'est comme MeToo, ça va pas se faire tout seul. Il faut aussi l'imposer, cette parole. Il faut aussi, faut faire comme Caroline Criado-Pérez avec les femmes invisibles. Il faut rendre visibles ces femmes invisibles et ces sujets-là, ces tabous, il faut les faire tomber pour que l'écart se resserre un peu de perception au moins entre les hommes et les femmes. Parce que cette normalité, entre guillemets, on l'a depuis des années, des décennies, etc. Donc, c'est intéressant de voir que on la remet, donc les femmes la remettent en question, mais il y a beaucoup de résistance, le gaslighting, non mais elles exagèrent, etc. Parce qu'on n'a pas envie de changer cette définition de la normalité. Et mais comme disait Sandra, c'est nous les anormales, les femmes, qui allons forcer à redéfinir ce qui est normal en fait. Donc c'est exactement, à redéfinir ce qui est normal. Ouais. Mais ce qui est normal aussi, c'est parce que c'est tout un tas d'interactions complexes qui font que il n'y a pas une norme qu'on peut isoler. Et c'est là où je pense que l'approche holistique féministe, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle regarde les interactions entre les choses. Et c'est ça les grandes évolutions de la médecine, c'est les interactions avec notre environnement, avec les perturbateurs endocriniens, avec l'air qu'on respire, avec l'eau qu'on boit, etc., avec l'alimentation, comment tout ça interagit de manière hyper complexe dans nos intestins et ça nous rend fatigués ou pas, et que tout ça c'est des milliards de bactéries qui interagissent avec nos hormones, c'est les interactions les uns avec les autres, le fait d'être bien en communauté fait qu'on est en meilleure santé parce qu'on est entouré, parce qu'on est en lien avec les autres, et que finalement cette volonté de, tu vois, du toute chose égale par ailleurs, isolé comme ça, tu passes à côté de tout ce qui compte en fait, et tu es dans une approche de la médecine qui est bien trop limitative. Et donc je pense que c'est là où on inclut les hommes, parce on interagit tous ensemble, et que cette vision qui sort d'une norme isolée, elle nous amène à penser, et simplifier, à davantage penser les interactions avec les uns avec les autres, et puis avec notre environnement, puis avec nos hormones, puis avec nos bactéries, et puis avec tout ça. Et évidemment, c'est sacrément plus complexe. Peut-être que l'IA va nous aider à aller plus loin. Demande à ChatGPT. De redéfinir la normalité, Non, mais à gérer des datas massives, en fait, bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est une belle conclusion, je trouve ça, cette idée de s'intéresser de plus près aux interactions, et d'arrêter peut-être aussi de sortir d'une volonté de simplifier. J'aime bien ce que tu dis sur le toute chose égale par ailleurs. C'est comme ce truc de je voudrais vivre en théorie parce que tout, tout s'y passe bien. Je sais plus ce que c'est exactement cette situation. J'adore cette citation, ouais. Mais ouais, c'est embrasser la complexité. C'est une belle conclusion. Voilà.